Voilà, donc là, ça reprend cette petite image que vous voyez là à l'écran, montre effectivement, justifie à quel point nous sommes tous captés par ces écrans pour des effets de brillance, mais qui, je pense, sont bien supérieurs à ceux d'un cratère ou d'un ruisseau qui coule. C'est ce que je vais essayer de montrer aujourd'hui. Alors, les chiffres d'affaires, j'étais pas là lors je m'en excuse, des premiers exposés, donc peut-être qu'ils ont été donnés. Juste rappeler que l'un des problèmes que nous avons, nous, professionnels de la santé, de l'enfance, à persuader de l'utilité de campagnes de prévention, c'est que le numérique est une industrie qui produit un chiffre d'affaires colossal, bien supérieur aux industries du pétrole ou de l'automobile, avec une croissance incroyable. En 2014, le chiffre d'affaires du numérique, c'était seulement 655 milliards de dollars. En 2017, on est à 1689 milliards 572 millions de dollars. Donc jamais une industrie n'a produit un chiffre d'affaires aussi colossal. Donc l'objectif, c'est évidemment de s'implanter dans tous les secteurs de la société et que tous les êtres en possèdent un, du plus jeune au plus âgé. Il y a aujourd'hui plus d'objets connectés, 8,7 milliards d'objets connectés dans le monde que d'êtres humains. Et la France se porte particulièrement bien en ce qui concerne le numérique, avec deux secteurs phares qui sont les jeux vidéo, avec 4,3 milliards de dollars, et les studios d'animation, ce qui explique que les différents gouvernements, de Sarkozy jusqu'à Macron, ont eu en permanence des politiques d'encouragement de ces deux secteurs, évidemment au détriment d'une politique de prévention avisée. Alors, l'autre souci que nous avons, évidemment, mais tout ça, ça a été dit, je le répète, c'est évidemment comment informer des risques liés aux écrans sans passer par un écran. Je l'utilise en plus beaucoup là pour justement retenir votre attention. On est en fin de matinée, en essayant de surstimuler votre attention réflexe, peut-être au détriment d'une attention volontaire ou concentration, mais voilà. Donc 10 milliardaires en France possèdent l'ensemble des chaînes de télé, de radio, de presse et le secteur de la téléphonie. Donc ça, si ça pose un problème, c'est qu'il est très compliqué d'avoir une parole voilà, critique par rapport à ça. Ça fait une dizaine d'années que moi j'essaye d'alerter. Le collectif aussi, l'association Alerte fait aussi un travail sur le terrain depuis de très nombreuses années, mais c'est difficile évidemment d'intervenir quand il y a seulement 10 personnes qui possèdent tous les secteurs d'information. Donc un petit schéma que j'ai pris dans Mediapart, voilà, une bulle qui représente les plus gros propriétaires et actionnaires de l'ensemble des réseaux d'information en France. Donc voilà, la boucle est bouclée, c'est extrêmement compliqué d'avertir, d'informer, même par exemple un journal comme Le Monde, est possédé, vous savez, par Xavier Niel, qui est aussi propriétaire de Free et qui par ailleurs a été des affaires avec la justice en 2014 pour détention de trucs de pipe show dans lequel il était impliqué. Donc tout ça, c'est très compliqué ensuite d'avertir, même de faire des lois protectrices par rapport, par exemple, à la pornographie, on en parlait tout à l'heure. Évidemment, quand un secteur produit autant de bénéfices, il y a à la fois une publicité directe en faveur de ce produit, mais aussi une publicité indirecte via des experts qui sont, de pseudo-experts de la santé qui vont vous les vanter. On a eu l'avis de l'Académie des sciences en 2013 qui a vanté les effets des objets numériques dès 6 mois en disant qu'ils participaient à l'éveil précoce des bébés, que c'était le format le plus proche de leur intelligence, qu'entre 2 et 6 ans, ils avaient toutes les vertus pour éveiller et exercer les capacités d'attention, dénombrement, de catégorisation. Je vous ai pris quelques perles. Là, maintenant, il y a un rapport qui vient de sortir, c'était le 9 avril dernier, qui est à peu près dans la continuité, c'est-à-dire avec des propos en demi-teinte qui visent à atténuer les effets négatifs et à faire reposer toute la responsabilité de la régulation sur les parents, au détriment d'un travail qui devrait être fait par les pouvoirs publics.
Alors les écrans sont partout, partout présents, sous toutes les formes les plus attrayantes, du hocher jusqu'au pot pour l'apprentissage de la propreté. Et je passe très vite. Pour rappeler les chiffres français, puis ensuite les chiffres américains, les Anglais disent que ces écrans sont partout. On dit Tawad, anytime, anywhere, any device, avec une moyenne de 3 heures par jour pour la télévision, pour les 4-14 ans, et 7h40 par jour, tout écran confondu. Ça rejoint les chiffres américains. Alors les chiffres américains ont l'intérêt de prendre en compte les tout petits dans leurs études. Enfin, on a eu dernièrement la cohorte ELF qui a pris en compte ces tout petits, mais avant on n'avait pas ça. Je prends une étude de l'Académie américaine de pédiatrie de 2015 qui portait sur 350 enfants issus d'une population minoritaire et à faible revenu, et on voit dans le cadre de cette cohorte une surexposition des enfants aux écrans, puisqu'à 4 ans la moitié possédait une télévision dans sa chambre. Or on sait que posséder une télévision dans sa chambre est directement lié avec un taux d'exposition beaucoup plus important. Les 3/4 possèdent un écran mobile et tous quasiment utilisent les écrans mobiles, la plupart ayant commencé avant 1 an. Quand on demande aux parents pourquoi ils donnent aux bébés des écrans, eh bien ils disent que c'est lors des tâches ménagères. Ils n'imaginent pas qu'un enfant puisse prendre du plaisir, un intérêt à les regarder faire. Il est donc utilisé comme calmant, donc dans 70% des cas, pour les calmer directement quand l'enfant crie. Dans 65% des cas, au coucher, il remplace la comptine, la berceuse, et la plupart des 3-4 ans utilisent seuls ces appareils mobiles, Netflix, YouTube. Voilà, donc cette étude-là, elle rejoint les résultats apportés par l'étude de la cohorte ELF qui est parue récemment. Alors si ces enfants sont mis si facilement devant un écran, c'est par plusieurs raisons, mais d'abord un effet d'imitation qui n'est pas le seul. Nous regardons, nous adultes, nous sommes connectés en moyenne 5 heures par jour et nous regardons notre smartphone en moyenne 221 fois. Il est devenu un véritable doudou ou objet qui nous rassure et qui, c'est là le problème auquel j'arrive, nous coupe du lien avec l'enfant et notamment du lien essentiel et primaire qui est l'attachement. Voilà, alors j'en viens là. Que font les écrans à nos enfants? Ce que j'appelle l'effet triple A. D'abord, ils empêchent ou perturbe fortement l'attachement. Or, l'attachement est vraiment le prédicteur essentiel d'un bon développement à la fois intellectuel et relationnel. Les écrans troublent profondément l'attention, perturbent cette attention, ce qui explique l'augmentation massive des troubles des apprentissages dans les écoles, et les écrans vont jusqu'à provoquer une addiction par un certain nombre de mécanismes dont je expliquerai juste deux aujourd'hui. Alors, cet attachement, Boris Cyrulnik en a parlé de façon très précise. Je reprends juste deux points qui me semblent essentiels. C'est que la reconnaissance du visage de la maman, indispensable à l'attachement, exige environ 12 heures de contact visuel avec son bébé à la naissance. Vous imaginez aujourd'hui une maman dans une maternité, un bébé qui naît en 2019, écran géant dans la salle de maternité, maman équipée du portable, et donc cet attachement va être entrecoupé de manière régulière par les appels qui viennent du portable, par les séries qu'elle peut regarder soit sur écran géant, soit sur son portable. Bref, cet attachement peine à se faire ou parfois ne se fait pas. Et je discutais avec des pédiatres qui font des visites, ils me disent que quand ils entrent dans les maternités pour faire la visite ou des puéricultrices, ils trouvent souvent des mamans qui leur disent: est-ce que vous pouvez repasser quand le film sera terminé, quoi, j'ai pas le temps. Voilà. Boris Cyrulnik l'a très bien dit, cette perception du visage et ses mimiques est vraiment la base nécessaire à l'établissement des relations sociales du bébé. Et cette perception bimodale, à la fois visuelle et auditive par la voix, est beaucoup plus efficace dans la mémorisation du visage de la mère que les contacts, les caresses ou son odeur. C'est-à-dire que les pédiatres ont été très attentifs au fait que dans les cas où l'attachement
l'enfant se fait mal, il ne faut pas séparer du tout mère et enfant et maintenir un contact peau à peau, mais on peut tout faire et maintenir ce contact peau à peau. Si la maman regarde son portable en même temps qu'elle allaite, il y a un contact peau à peau, mais il y a un contact visuel qui ne se fait pas, et là c'est absolument dramatique, d'échange de paroles. Parce que ce regard, ces échanges de regards, ces échanges de paroles sont à la base de l'attention au sens d'une attention focalisée, d'une attention volontaire. Alors je rappelle là, encore une fois en le pointant ce que Boris Cyrulnik a très bien raconté, le boulot, ce que permettent ces échanges réciproques maman-enfant, ça va être d'amener l'enfant à focaliser son regard sur le visage de la mère comme une cible préférentielle. Et ça, c'est vraiment important pour l'enfant, apprendre à focaliser son regard et ne pas se laisser distraire ou envahir par l'ensemble des stimulations qui viennent dans tout son champ perceptif et qui ne sait pas au début, sur lesquels il ne sait pas encore se focaliser. Et ça, c'est tout un processus qui est lent. Avant 6 mois, le bébé peut regarder un objet présenté silencieusement 2 fois sans qu'un adulte attire son attention dessus. Mais vous voyez, on est juste là aux prémices, et évidemment, le fait que l'adulte soit à ses côtés pour renforcer son attention, regarde comme c'est joli ou fait attention, va participer de cette focalisation sur l'objet. S'il est devant un écran où les choses vont très vite et le sidère et le capte, eh bien, évidemment, il ne veut pas développer cette attention focalisée à cause de ce mouvement très rapide et anarchique. À 3 mois, le bébé peut regarder et sourire simultanément à sa mère. Le regard et expression émotionnelle sont conjoints. On a là les débuts de l'attention conjointe qui sont un des précurseurs fondamentaux de l'acquisition d'un langage adapté, humain. Et cette attention conjointe, c'est ce qui fait cruellement défaut chez les enfants atteints d'autisme et qui arrive plus tardivement. Elle peut arriver, mais plus tardivement. Voilà. Et à 6 mois, on a l'acquisition de la coordination motrice et visuelle du bébé, avec un intérêt croissant du bébé pour les objets, mais qui va être soutenu évidemment par tous ces échanges mère-enfant qui vont lui apprendre à orienter son regard sur tel objet plutôt que tel autre, qui vont donner aussi sens au monde qui l'entoure. Et à ce moment-là, à 6 mois, cette relation avec la mère devient une relation trivalente, bébé, mère, objet, c'est-à-dire que l'enfant acquiert l'attention conjointe, ce qui fait que c'est ce processus par lequel il arrive à attirer l'attention de la maman en pointant l'objet, en attirant son regard dessus, non pas pour obtenir ce qu'il veut, mais pour partager une émotion, un intérêt du sens. Donc ça, je vais vous le montrer par un petit film d'observation. Et ce va-et-vient du regard entre la mère et l'objet d'attention est absolument indispensable. Il permet au bébé de contrôler le centre d'intérêt de l'autre et il y a là une intention à communiquer par le partage d'un centre d'intérêt. C'est pour ça que cette attention conjointe avec ce va-et-vient entre la mère, l'enfant et l'objet est absolument indispensable pour permettre l'émergence d'un langage adapté, d'un langage de communication. Il ne peut se faire qu'avec des objets stables du type un livre ou, je sais pas, quand on est dans la nature, on regarde les feuilles de l'arbre, mais il ne peut pas se faire avec un écran, contrairement à ce qu'on nous raconte, parce qu'à l'écran, les choses vont beaucoup trop vite. Donc l'enfant ne demande jamais cette attention du parent pour regarder des choses. Cette autorégulation est évidemment beaucoup plus complexe, beaucoup plus difficile à obtenir. Alors je vais vous montrer un petit extrait d'un film qui a été réalisé par le pédiatre, le docteur Tronic, dans les années 70, où on commençait à s'intéresser à ces notions d'attachement et à montrer qu'un bébé est détenteur naturellement de capacités de communication bien avant l'apparition du langage. Et évidemment, quand le docteur Tronic a fait ce petit test, cette petite expérience, c'était pour montrer les capacités relationnelles de l'enfant et la façon dont il se désorganise lorsque la maman ne le regarde plus, ne s'intéresse plus à lui.
Et lorsque j'ai revisionné ce film que j'avais vu quand j'étais étudiante, je me suis dit, mais au fond, qu'est-ce qui se passe pour aujourd'hui pour un bébé qui, évidemment, est constitué, câblé pour communiquer, mais qui ne va pas retrouver des possibilités d'échange, de réponse à ces demandes d'échange, dans le regard de la mère, dans ses paroles, parce que elle est de façon permanente interrompue par cet écran qui la fascine, qui nous fascine, puisqu'on est, en gros, je vous dis, 5 heures par jour connectés. Il n'y a pas de raison que les choses changent quand un bébé naît, voilà, parce que d'une certaine façon, il est moins stimulant qu'un portable si on a été habitué à cette stimulation. Alors, je vous montre un petit extrait. Babies this young are extremely responsive to the emotions and the reactivity and the social interaction that they get from the world around them. This is something that we started studying 30, 40 years ago, when people didn't think that infants could engage in social interaction. In the still face experiment, what the mother did was she sits down and she's playing with her baby, who's about a year of age. I'm like a girl. Oh. And she gives a greeting to the baby gives a greeting back to her. Yeah. This baby starts pointing at different places in the world, and the mother's trying to engage her and play with her. They're working to coordinate their emotions and their intentions, what they want to do in the world. And that's really what the baby is used to. And then we ask the mother to not respond to the baby. The baby very quickly picks up on this, and then she uses all of her abilities to try and get the mother back. She smiles at the mother. She points because she's used to the mother looking where she points. The baby puts both hands up in front of her and says, "What's happening here?" She makes that screechy sound at the mother, like, come on, why aren't we doing this? Even in this 2 minutes, when they don't get the normal reaction, they react with negative emotions, they turn away, they feel the stress of it, they actually may lose control of their posture because of the stress that they're experiencing. Okay. I'm here. And what are you doing? Oh, yes. Oh, what a big girl. It's a little like the good, the bad, and the ugly. The good is that normal stuff that goes on, that we all do with our kids. The bad is when something bad happens, but the infant can overcome it. After all, when you stop the still face, the mother and the baby start to play again. The ugly is when you don't give the child any chance to get back to the good. There's no reparation, and they're stuck in that really ugly situation. Voilà. Donc je soutiens qu'aujourd'hui il y a des enfants qui sont coincés dans cette ugly situation qu'il décrit. Ça m'est arrivé de voir dans des salles d'attente, quand je descendais pour prendre un enfant, de voir le petit frère qui avait 1 mois, 2 mois, je le vois à chaque fois qui grandit, chaque fois que je venais prendre le frère aîné, qui au début regardait, souriait, semblait répondre comme ça aux sollicitations, mais avec dans une poussette, avec une maman assise sur une banquette et qui regarde tout le long son téléphone portable, qui l'allaite en regardant le portable, qui plus tard pousse la poussette tout en regardant son portable. Et progressivement, j'ai vu cet enfant, mais je dis cet enfant, mais j'en ai vu des dizaines comme ça, qui se repliaient sur des autostimulations et à 1 an, eh bien, avait un regard vide et ne parlait plus alors qu'il commençait un peu à babiller. Et là, j'ai en tête un enfant précis qui est aujourd'hui à l'hôpital de jour avec un diagnostic d'autisme profond. Voilà. Alors au début, je le gardais pour moi, ça, et puis un jour,
j'en ai parlé à d'autres professionnels et qui m'ont dit mais j'ai remarqué la même chose que toi. Ils avaient des histoires assez semblables que les miennes à raconter et c'est à ce moment-là que je me suis dit là il y a vraiment quelque chose de très grave qui est en train de se passer. Il faut absolument alerter, faire de la prévention primaire qui est indispensable. Donc le boulot d'une maman et de son enfant, c'est d'être reliés et non pas d'être séparés par cet objet. Et ce que j'observe, c'est qu'un bébé et une maman accros aux écrans sont mal reliés l'un à l'autre et parfois pas reliés du tout. Hein. Donc voilà, vous avez deux images, une maman à gauche, une maman et un enfant préverbal qui babille de la façon décrite habituellement, hein, qu'a raconté Boris Cyrulnik, cet accordage émotionnel hein, qui se fait spontanément entre la maman et l'enfant, cette espèce de dialogue hein, sans les mots qui fait que dès que l'enfant sourit, la maman reprend mais une tonalité au-dessus, une bouche un peu plus écartée, les yeux un peu plus grands ouverts pour retenir l'attention mais non plus pas trop pour ne pas effrayer l'enfant, et l'enfant va relancer par une mimique non pas exactement identique mais une tonalité au-dessus, en dessous, etc. C'est ce dialogue qui s'instaure très tôt qui va rendre pour le bébé le visage de la mère et ce qu'elle dit, ce qu'elle transmet, le vecteur de sens qui lui permet de comprendre le monde qui l'entoure. Et on a aujourd'hui malheureusement des mamans et des bébés qui n'arrivent pas à se relier entre eux parce qu'il y a ces coupures de courant relationnel permanent occasionnées par un trop grand accrochage de l'adulte au portable. Vous voyez là à droite donc une maman qui donne le biberon avec un porte-biberon accroché au smartphone qui va évidemment empêcher ces échanges de regards tellement importants. Voilà, donc cet attachement est absolument indispensable. J'ai peu de temps, donc je vais très très vite pour vous montrer un autre petit extrait qui me semble important. Juste résumer que donc ces enfants avec un attachement, les enfants avec un attachement sécurisant deviennent plus sociables, plus positifs, moins agressifs, moins turbulents, plus enclins à l'empathie, plus mûrs dans leur interaction à l'école et ailleurs, et réclament finalement moins d'attention de la part de l'enseignant et se montrent moins dépendants d'eux. Hein. Donc ces fondements de la connexion sociale s'enracinent réellement dans la parole et le regard adressé à l'enfant quand ils sont suffisamment réguliers et continus. Donc ces écrans créent des coupures relationnelles maman-bébé parce que la mère peut être captée et interrompue de façon trop régulière par l'attrait de son portable, non pas que ce soit une mauvaise moment, mais parce que ces portables sont éminemment attrayants. Mais le bébé lui-même peut être enlisé dans un accrochage à ce portable par des effets que Boris Cyrulnik a commencé à décrire et que je prolongerai ensuite. Alors je vous montre cet extrait d'un petit bébé à qui on donne un portable, et à qui on l'enlève et qui va se retrouver dans une situation d'angoisse intense. Can I see this?
Donc vous voyez, ce qui est particulièrement frappant ici, c'est que quand voilà, cette fascination du bébé, hein, s'il est immédiatement un Glaukit, cet enfant lumineux, éclairé par le portable, on ne sait pas ce qu'il voit exactement, il a tout de suite le réflexe là, de cette main papillon pour faire glisser l'image. La mère lui enlève, pas brutalement, elle lui retire comme ça, et il y a un sentiment un comportement de détresse intense, comme un craving, comme un drogué à qui on retire sa dose, et tous ses membres se tendent, les avant-bras, les jambes, il hurle, il est dans une situation de détresse immense. La mère lui redonne stop, le bébé on-off. La mère lui redonne, ça s'arrête immédiatement. Elle l'aurait pris dans ses bras pour le consoler, ça aurait mis sans doute plus de temps. C'est magique. Il regarde de nouveau, on ne sait pas très bien ce qu'il regarde, mais il ne joue pas à Fortnite, il n'est pas en train de regarder un dessin animé, il est beaucoup trop petit pour avoir une perception encore, une représentation de ce qu'il voit. Il y a cet effet de la lumière probablement qui le capte. De nouveau, elle lui enlève, et c'est exactement la même chose. Comme avant, c'est même pas atténué, il n'y a même pas un effet d'habituation. De nouveau, il hurle à la mort avec tous ses membres qui se tendent. Elle lui redonne, il s'arrête net. Alors ça, c'est fascinant, quoi. Et ça n'est pas le seul exemple. Je l'ai vu dans ma salle d'attente, je l'ai vu dans mon cabinet avec des bébés, avec des plus grands ou des plus petits. Et ça pose beaucoup de questions. Ce que j'observe, c'est que cette maman, elle a remarqué ça de façon fortuite. Le but, c'est pas de faire une expérience. Elle remarque que ça s'arrête immédiatement. Qu'est-ce qu'elle va faire la prochaine fois, probablement, que ce bébé est impatient, qui commence à pleurer? C'est une maman bien intentionnée, donc elle va essayer de le calmer. Mais ça va pas marcher très bien, parce que ça marche pas tout de suite. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? Comme elle a retenu que ça marche tellement bien, ce portable, elle va lui donner, et il va s'arrêter immédiatement. Et puis, elle refera ça chaque fois qu'il est impatient, chaque fois qu'il pleure. Et alors, à son insu, il va s'instaurer un cercle vicieux, qui est que cet enfant ne va plus se calmer que par cet objet-là. Et lorsque les parents, lorsqu'elle essaiera de le calmer, de l'intéresser à autre chose, eh bien ça ne répondra plus. Et un cercle vicieux s'installe, duquel il sera très difficile de sortir. Et moi, quand elle va venir me consulter et que je vais l'informer des effets négatifs du portable ou des écrans sur le développement du cerveau, de la relation, eh bien elle va comprendre tout de suite, parce qu'elle est intelligente, cette maman. Mais ça va être extrêmement dur pour elle, parce que quand elle va évidemment pratiquer un sevrage, qui est la seule façon de guérir cet enfant et de l'intéresser à sa mère, pour l'intéresser au monde qui l'entoure, eh bien ça va être compliqué, parce qu'au début l'enfant va hurler et ne va pas répondre de façon positive à ces tentatives de lien. Mais ça marche, parce que évidemment le résultat, on peut imaginer, d'un bébé qui ne se calme que comme ça, et qui n'est finalement plus stimulé que comme ça, parce qu'il répond de façon tellement positive à ce type de stimulation, c'est qu'on aboutit rapidement à un cercle vicieux qu'on appelle la surexposition. C'est-à-dire que l'enfant, l'écran devient la principale stimulation de l'enfant, auquel recourt le parent pour calmer l'enfant, pour intéresser l'enfant, parce qu'il a l'air de répondre qu'à ça, et on arrive très rapidement avec des taux d'exposition qui peuvent aller de 4, 5, 6 heures. Le résultat, c'est que quand l'enfant arrive ensuite dans mon cabinet, à 3 ans, parce que moi dans les CMP, je les vois à partir de 3 ans en gros, eh bien j'ai un tableau d'enfants qui déambule de façon hagard dans mon cabinet, qui ne regarde pas, qui ne peut pas focaliser évidemment son regard ni sur les personnes, ni sur les objets, parce que cette attention-là, elle n'a pas été développée, elle n'a pas été stimulée, l'attention focalisée sur le visage et sur les objets, qui ne répond à aucune des sollicitations. Si je lui dis bonjour, comment tu t'appelles, où est maman, qu'est-ce que c'est ça, il ne répond pas du tout. Je ne peux pas croiser son regard, et lorsque je lui présente un objet, un petit jouet, il le laisse tomber, il n'en a même pas une exploration primaire qui serait de le porter à la bouche, ça ne l'intéresse pas. Et quand il commence à s'exciter et que maman sort son portable et qu'il se rue dessus en immédiatement allant sur YouTube ou à Kid ou prendre... Voilà, là j'ai compris, je commence à comprendre le scénario, je demande à la maman ce qu'il fait dans la journée et elle me répond qu'en gros il est devant ses écrans. Voilà, donc cet enfant-là qui présente un retrait massif, un trouble massif de la communication, un trouble massif du langage et un intérêt
focalisé uniquement sur cet objet-là, une triade qu'on pourrait appeler triade d'allure autistique, eh bien je sais qu'il va falloir, ma première chose à faire, c'est de provoquer un sevrage d'écran pour que cet enfant se réintéresse à son parent ou s'intéresse à son parent, à la relation, parce que c'est en s'intéressant à la relation qu'on peut s'intéresser au monde. Et on a de beaux résultats avec des parents qui vraiment du coup jouent, une fois qu'ils ont compris, jouent le jeu et deviennent des parents incroyablement adaptés, parce que ce que va créer le sevrage d'écran, c'est il va permettre à l'enfant, au bout de quelques jours, rarement quelques heures, quelques jours, parfois quelques semaines, dans les cas les plus graves, ça va être de se réintéresser à son parent. Et lorsque je revois ces enfants, par exemple 2 semaines après, eh bien les premières choses que me disent les parents, c'est il me regarde plus, il sourit plus. Donc ça crée une transformation complète du visage de l'enfant, puisque effectivement des mimiques apparaissent parce qu'il s'intéresse à sa maman s'intéresse à lui, et il a toute la palette des émotions, il peut se les approprier. Et puis les premiers mots qui apparaissent sont des mots de communication du type « regarde ». Alors, voilà, je continue, encore 5 minutes, c'est possible? Oui. Sur ce bébé, cette attirance par rapport à cet écran, je pense que ça pose plusieurs questions, notamment c'est qu'est-ce qui l'attire autant? Pourquoi ça le fascine autant? Alors, on sait que les bébés sont ils sont essentiellement sensorimoteurs, avec une attirance pour tout ce qui est sensoriel, et l'écran provoque des stimulations sensorielles visuelles, mais aussi auditives, extrêmement importantes, captivantes, parce que les lumières sont très vives, les sons sont souvent des sons pulsés qui vont capter très fortement cette attention, beaucoup plus fortement que les objets à l'état de nature. Je vous donne un autre exemple ici. Je descends toujours en salle d'attente, bébé, je sais pas, 3 mois, 4 mois dans les bras de papa, qui commence à s'agiter, à pleurer. Papa sort l'écran, son smartphone, et le bébé s'arrête net. Je trouve ça magique, évidemment. Je m'approche du smartphone et je regarde ce qu'il y a qui l'attire autant, une appli Hochet. Vous pouvez télécharger l'appli Hochet, c'est gratuit. Donc l'appli Hochet, c'est un truc qui bouge comme ça très vite, avec des petites lumières, des petites étoiles qui sortent des petites boules comme ça du Hochet. Donc je lui dis, voilà, c'est magique et tout, mais regardez, on va essayer autre chose. Je prends mon Hochet, je l'agite sous les yeux du bambin qui se remet à hurler. Ça brille beaucoup moins, mon Hochet. Ça s'agite beaucoup moins vite. Voilà, ça le stimule beaucoup moins fortement. Donc je rejoins évidemment ce que disait Boris Cyrulnik sur la question de la brillance, de la saillance, mais un écran brille 10 fois plus que qu'un ruisseau, qu'un volcan de critères ou que les yeux d'une maman. Voilà. Alors qu'est-ce qui brille autant, qu'est-ce qui retire autant l'attention d'un bébé, alors même qu'il ne peut pas comprendre le sens des images qu'il voit? Je pense que là, on doit probablement poursuivre l'exploration. Ce qui a été évoqué parfois, mais qui probablement demande à être développé, c'est le fait que ces écrans sont principalement émetteurs d'une lumière qu'on appelle la lumière bleue, avec des ondes assez courtes, et qui sont une lumière extrêmement puissante, très excitatrice, et dont l'un des principaux effets qui est bien connu est qu'elle bloque la mélatonine,
mélatonine, elle empêche la sécrétion de la mélatonine et donc elle maintient l'enfant dans un système d'éveil artificiel, empêchant un endormissement naturel. Donc un bébé avec un endormissement qui ne peut pas se faire, avec un sommeil de mauvaise qualité, va présenter nécessairement une agitation, des troubles de l'attention et une difficulté dans les apprentissages. Mais peut-être aussi cette lumière bleue est une lumière différente des autres, puisqu'apparemment c'est une lumière les photorécepteurs qui produisent cette lumière bleue ne sont pas des cônes qui produisent la couleur ou des bâtonnets, mais serait une cellule particulière, la mélanopsine, qui est contenue dans les cellules ganglionnaires de la rétine et qui est éminemment excitatrice. Voilà. Moi, je ne peux pas aller plus dans l'explication de ça, mais je pense que une des parties de la recherche devrait vraiment s'axer sur les effets des écrans sur la vision. Voilà. Alors, enfin, dernier point. Donc, évidemment, ce bébé exposé de longues heures devant les écrans a toutes les chances de présenter différents troubles, dont les principaux sont des troubles de la relation, enfin de l'apprentissage des relations et du langage. Là, je passe rapidement sur les défauts aussi qu'entraîne le temps volé. Et je vous donne ces chiffres tout à fait frappants qui ont fait l'objet d'une tribune qu'a produite le collectif auquel j'appartiens, le collectif Cause, d'une tribune qui est parue il y a environ 2 mois dans Le Monde. On a repris les chiffres fournis par la Direction générale de l'enseignement scolaire, les chiffres des enfants en situation de handicap, déclarés, signalés en situation de handicap dans les établissements, enfants entre 2 et 11 ans, et qui nécessitent très souvent la mise en place d'une AVS, d'une assistante de la vie scolaire. On s'est aperçu que parmi les troubles qui sont signalés, eh bien, on observe une augmentation de 94% des troubles du langage et de la parole. 94%. C'est énorme ce pic sur 8 ans. Et aujourd'hui, vous devez le savoir, si vous êtes enseignant, si vous êtes dans des CMP ou auprès de jeunes enfants, que quand un enfant présente un retard de langage, une difficulté, et qu'on décroche le téléphone pour appeler une orthophoniste en libéral, parce qu'il ne faut même pas espérer avoir un bilan dans le CMP, elles sont surchargées, quand on appelle, on dit « nous ne prenons plus d'enfants ». Voilà, c'est clair, nous n'en prenons plus. C'est-à-dire qu'avant, on avait un petit espoir, elle nous disait on le met sur la liste d'attente, et maintenant c'est nous ne prenons plus d'enfants. Voilà. Alors qu'il y a 94% d'augmentation des troubles du langage et de la parole. Augmentation des troubles du psychisme, 54%. Alors ça veut dire très souvent un enfant en fait qui ne tient pas en place en classe et qui présente une agitation telle qu'il faut une AVS, et troubles intellectuels et cognitifs, 24%. Le reste, stable. Troubles moteurs, troubles auditifs, troubles visuels, troubles viscéraux, stable. Pourquoi il y a cette augmentation énorme? Je ne dis pas que la seule raison soit l'augmentation de la présence des écrans, mais il faut se poser la question. D'autant que ce handicap, vous le savez, a un coût énorme en termes de bilan, de dossiers MDPH, d'AVS, même si elles sont très peu payées, et de prise en charge multiple. Alors, je termine. Bon, donc un des mécanismes pour expliquer cette addiction, ça va être la perturbation de l'attention. Ces écrans surstimulent, on l'a dit plusieurs fois, je pense au cours de cette matinée, l'attention réflexe, c'est aux dépens de l'attention volontaire ou concentration, parce que les écrans sont de grands pourvoyeurs d'effets formels saillants, avec des mouvements changeants ultra rapides, bien plus rapides que dans le monde naturel, le monde physique, et ces mouvements se produisent de façon anarchique souvent. Ils produisent aussi des couleurs extrêmement vives et très différentes des couleurs naturelles, avec des changements de plan, des zooms qui vont sidérer, à la fois capter l'enfant, le sidérer et bloquer toute capacité de réflexion. Et empêcher donc le développement secondaire de l'attention endogène ou volontaire, qui est la capacité de l'enfant à se focaliser sur une cible qui bouge peu, comme l'enseignant qui lui parle, son livre de maths, pour essayer d'en comprendre le sens de son discours ou de son exercice de maths.
Voilà, donc je ne vous passe pas des extraits de trucs qui vont très vite de films d'animation qui vont très vite, qui sont bourrés d'effets formels saillants versus un film d'animation beaucoup plus lent avec des teintes plus douces et qui met le focus sur la narration parce qu'on n'a pas le temps. Je termine par un autre système d'accrochage qui est celui du jeu vidéo avec le jeu vidéo le plus vendu cette année, Fortnite, et vous allez voir là aussi des comportements d'addiction et d'accrochage tout à fait spectaculaires. Et je terminerai par là. C'est une émission populaire américaine où il demandait à des parents qui se plaignaient que leur enfant, leur gamin de 10-12 ans était accro à Fortnite, il passait des heures au point de négliger les devoirs scolaires, l'école ou d'autres activités, de leur jouer une farce et d'intervenir et d'éteindre la console. Et vous allez voir, il filme les réactions des gamins, qui peuvent être très violentes pour certains. What just happened? It just turned off. What? Benjamin, oh my gosh, Daddy, why'd you do that? Papi! Ya, es en serio. Papá, I'm getting my way. Stop. No. I can still win. Please, Matt! Stop! Dad, what are you doing? I'm in the middle of Fortnite. What is wrong with you? Leave! What are you? Stop turning my TV off! What are you doing? Go cook! What are you doing? Stop. Yeah, leave. Look, Jack. What do you want? Stop! Oh! What the f***? You just shut down my Fortnite! Jimmy, come on, make me do it! No! What just happened? No! With the R's? It was worth the Snapchat. Are you out of your mind? I can't, Mom! What are you doing? What are you doing? What the f***? Are you freaking kidding me? Alors, bon, là, ça nous fait rire et en même temps, on voit l'aspect inquiétant qu'il peut y avoir puisque certains gamins perdent le contrôle d'eux-mêmes, se mettent à agresser leurs parents et il y a eu un certain nombre de faits divers qui sont régulièrement observés. Tel gamin, c'était aux États-Unis, qui poignardait sa sœur qui tentait de décrocher de la console, ou plus récemment en France, un papa qui a tué son gamin de 4 ans et quand on lui demande pourquoi, il dit j'étais en train de jouer à Call of Duty, il s'est mis à crier, ça m'énervait. Voilà, on en a souvent comme ça. Évidemment, vous avez toujours le même débat qui est de dire mais non, c'est parce qu'il y a une fragilité interne du sujet qu'il perd le contrôle de ses actes, et puis d'autres en face qui vont dire mais non, ces objets sont éminemment addictifs et quand ils sont en plus saturés d'un contenu violent, ça incite, c'est une apologie, ça incite et produit ce type de comportement. Donc je vais juste conclure. Pourquoi cet accrochage par des mécanismes qui sont extrêmement variables? Probablement, ce qu'on sait, ce qui est souvent mis à jour dans les études, c'est qu'on a des surstimulations des zones réflexes, amygdale, hippocampe, aux dépens d'une stimulation des zones liées plus à la réflexion, qui sont au niveau du cortex préfrontal. Et les décharges de dopamine, la dopamine, qui est alors le neurotransmetteur de la récompense, du plaisir, est évidemment en jeu à la fois dans toutes les activités, dans toutes les actions, dès lors qu'il y a une motivation, mais c'est évident que lorsque le jeune rentre et qu'il a le choix que sur son bureau, il y a d'un côté à gauche la console avec Fortnite, eh bien les décharges de dopamine sont beaucoup plus importantes quand il regarde la console. Donc on voit aujourd'hui des jeunes qui sont facilement
complètement engloutis dans ces jeux pour lesquels ils vont consacrer un temps de plus en plus long. Et une des répercussions que moi j'observe dans mon cabinet, c'est une augmentation, qui correspond d'ailleurs au niveau des chiffres à ce qu'on voit, une augmentation des phobies scolaires, des enfants qui se déscolarisent progressivement pour finalement accorder tout leur temps au jeu. Voilà, donc aujourd'hui on est là, je pense, pour éviter que ce quatrième petit singe ne se répande trop parmi nous. Je vais terminer et donc pas passer sur les solutions et mettre juste mon bouquin, en faire la publicité, parce qu'il décrit ce que je viens d'écrire ici, mais de manière évidemment un peu plus argumentée et avec plus de cas cliniques. Voilà, je vous remercie de votre attention.